Merci pour ta venue. Merci à toi, Merci, François, merci à vous d'être venu là, Comme tu as malgré pu- la pluie. Ah oui. L'agenda est très chargé, visiblement, donc c'est vraiment une grande joie pour nous de t'accueillir ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Miguel Bonnefoy, Le rêve du jaguar, donc le livre qui est sorti à cette rentrée littéraire, c'est ton 5e roman. Si je dis pas de bêtises. Absolument. Voilà, c'est ça. On est sur une saga familiale. Je tenais à dire, de la part de tous les libraires que je connais, que à chaque rentrée littéraire, quand il y a un Miguel Bonnefoy, on est très content, parce qu'une question qu'on nous pose souvent en librairie, c'est est-ce que vous avez un livre joyeux? C'est facile de trouver un livre joyeux sans tomber sur quelque chose de soit niais ou de trop feel-good, voilà. Et ce qui est génial avec tes romans, comme on dit souvent, c'est que c'est lumineux, flamboyant, envoûtant et plein d'humanité. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de te retrouver en librairie. D'autant plus une grande joie de t'avoir ici ce soir. Merci beaucoup, cher ami. Ce livre-là, j'ai pu lire qu'il est sélectionné pour pas mal de prix, notamment l'Académie française, Oui, la première sélection du Médicis, oui. Jean Giono, Oui. première sélection du Renaudot, il n'a pas passé Oui. la deuxième par contre. Oui, c'est en ça, effet, c'est ouais. ça. Donc voilà, c'est quand même Le féminin aussi, féminin en deuxième sélection, et c'est Mmh. surtout celui-là que j'ai en tête. C'est vrai. Parce que j'ai été pratiquement finaliste pour tous mes bouquins du prix féminin. D'accord. Et à chaque fois, les dames du féminin qui sont merveilleuses, qui sont devenues presque des amies avec le temps, il y a beaucoup de générosité, m'écrivent des messages en me disant cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est la bonne. Et finalement, ça se fait pas. Et voilà, et comme moi je suis bon joueur, ben, c'est ça, et je ne suis pas du tout rancunier. Je me pouvais dire, il n'y a pas de souci si je prendrais le temps pour écrire de meilleurs livres. Et ça a créé une belle amitié, donc on va voir, piano piano. Je vais te laisser présenter un peu le roman, et notamment, est-ce que tu peux nous parler des 2 personnages principaux du rêve du jaguar? Oui. Eh bien, les 2 personnages principaux du rêve du jaguar sont d'une part Antonio Borja Romero, qui était mon grand-père, qui a réellement existé, qui est réellement un enfant né de la misère, né de la pauvreté, à Maracaibo, qui est la 2e ville la plus importante du Venezuela, qui est dans l'ouest du Venezuela, dans le nord de l'Amérique latine, près des Caraïbes, pour ceux qui situent vaguement le Venezuela, ce que je comprends tout à fait, et qui était par le ricochet de l'histoire, avec son abnégation, avec sa persévérance et par sa ténacité, par sa force de caractère, a fini par petit à petit gravir les échelons d'une sorte de hiérarchie sociale, aller à Caracas, faire des études de médecine, ressortir avec un summa cum laude, devenir chirurgien, devenir cardiologue, devenir président du collège de médecine, devenir député au Congrès national, et en plus de ça, de fonder la première université de l'État de Zulia, qui s'appelle aujourd'hui Universidad Antonio Borja Romero. Elle s'appelle comme ça, et elle a un autre nom qui s'appelle Luz, L-U-Z, qui veut dire de lumière en espagnol, et qui est un anagramme, si vous le mettez à l'envers, de Z-U-L, Sul, de Zulia, qui est l'État où est Maracaibo. Non, donc c'est une sorte de jeu de mots. Il est devenu non seulement le fondateur et le grand architecte de ce projet, mais en plus le recteur éternel de cette université. Et il est mort, en effet, tu vois, dans une sorte de gloire nationale, avec un enterrement qu'on avait rarement vu à Maracaibo, comme une sorte de Victor Hugo, comme ça, qui meurt. Personnage étonnant. Et moi, j'ai entendu toute ma vie l'histoire, dans la mythologie familiale, dans les fables, dans les récits familiaux, l'histoire de ce grand-père incroyable qui était comme une sorte de lion qui a traversé le siècle vénézuélien et qui était entouré de beaucoup de légendes dont la majorité était fausse, mais qui finalement, il l'incarnait tellement bien qu'on finissait en effet par lui prêter cette réalité. D'un autre côté, ma grand-mère, Ana Maria Rodriguez, née elle aussi à Santa Rita dans une classe moyenne basse, qui, bon, pour 1000 raisons, dont on parlera peut-être un peu plus tard ou pas, se retrouve elle aussi à Caracas pour faire des études de médecine dans la même université, la UCB, la Universidad Central de Venezuela. Elle est la première femme médecin à avoir eu le summa cum laude et à avoir eu au Venezuela le diplôme de médecine. Il y a une photo célèbre dans la famille que nous avons tous comme ça à la maison, avec toute la promotion des 120 hommes, et elle au milieu comme une statue de cristal, comme ça dressée, non, Ana Maria. Elle revient avec Antonio, après avoir eu son summa cum laude à Maracaibo, est reçue avec les honneurs,
est couronnée en fait, de tous les articles, de toute la presse, les clés de la ville, on la couvre de distinction. Elle devient une sorte de personnalité publique. On raconte, et c'est ce que m'avait raconté ma cousine, qui avait été confirmée par ma tante, que lorsqu'elle était arrivée à Maracaibo, après avoir eu ce diplôme, que toute la presse vénézuélienne avait parlé d'elle, première femme gynécologue obstétricienne, non, de Maracaibo, première femme de Zulia. Elle dort chez elle, et le lendemain, quand elle ouvre les fenêtres de sa chambre, elle se rend compte qu'il y a une file de 200 femmes en fait, qui attendaient, avec des corbeilles de fruits, avec des poules en cage, avec des sortes de couronnes de fleurs, tu vois, pour la remercier et pour se faire aussi ausculter, parce que c'était peut-être la première fois qu'une femme pouvait ausculter une autre femme. Et on raconte souvent ça, tu vois, dans la famille. En plus de ça, elle a fait également de la politique, puisqu'elle a été secrétaire générale du MEP, qui était un mouvement socialiste important au Venezuela. Encore une fois, c'est des détails de la politique vénézuélienne, et je comprends que ça n'a aucune importance. Et elle devient une sorte de personnalité immense. Et donc, tu as cette espèce de deux grandes figures, avec des renommées torrides, avec des réputations importantes, avec des lumières qui sont écrasantes, des personnalités en plus fortes. Et Ana Maria, que j'ai beaucoup mieux connue, qui était ma grand-mère, était une femme d'une rapidité mentale extraordinaire, avec une lucidité, avec une mémoire qui était gênante, en fait, pour les autres, tu vois. Une mémoire embarrassante, c'est ça. Qui se souvenait de tout, faisait des connexions rapides, avait une façon étonnante, en fait, d'être au monde. Elle avait une ironie et une sagacité, en fait, qui allait au-delà. Et Antonio, ce côté patriarche, comme ça, le taureau assis, non, on s'adresse à lui qu'en le vous voyant, non, avec des alexandrins, pratiquement, avec une vieille histoire, comme ça, tu vois, héroïque. On a l'impression d'être devant Thésée, c'est ça, qui rentre dans le labyrinthe du Minotaure. Enfin. Et c'est peut-être pour cette raison que ma mère, qui est née de ces deux géants, a décidé, dès qu'elle avait 17-18 ans, de partir de Maracaibo pour essayer de s'affranchir, pour devenir une autre personne, parce que sinon, en effet, elle allait beaucoup trop écrasée. Et c'est pour ça qu'elle a eu une carrière diplomate, elle est arrivée à Paris, où elle a rencontré mon père, ils sont multipliés, et c'est la raison pour laquelle je parle. Cette partie-là est universelle. C'est pas la première fois que tu utilises ton histoire familiale pour tisser la trame de tes romans, et j'utilise bien le mot roman, parce que la façon dont tu pourrais le présenter, ça pourrait très bien être une biographie ou un témoignage en fait, mais pas du tout, ce sont vraiment des romans. Est-ce que c'est facile, en tout cas pour toi, entre guillemets, d'utiliser leur histoire pour façonner ces romans-là en fait? Et comment, en deuxième question, comment réagit ton entourage et ta famille justement par rapport à ça? Oui, c'est une belle question, c'est-à-dire que jusqu'où tu décides de t'épauler sur la réalité, d'utiliser l'argile de l'histoire familiale pour pouvoir faire ta propre sculpture qui, quoi qu'il arrive, sera différente de la réalité. Quelle est la part de vrai, quelle est la part de faux dans le livre? Qu'importe, en quelque sorte, non? Il y a une sorte de porosité entre les deux, et de temps en temps, il y a certaines scènes qui peuvent être inventées, mais qui paradoxalement sont plus vraies que la réalité, sont plus réelles que le réel, parce qu'elles fonctionnent par symbole, elles fonctionnent par signe, par parabole, par allégorie, et qui donnent tout de suite une sorte d'image assez précise de la nature psychologique du personnage. Et moi, j'ai été beaucoup inspiré, par exemple, des biographies de Stefan Zweig. Lorsque Stefan Zweig fait sa biographie de Balzac, lorsqu'il fait sa biographie de Marie-Antoinette, lorsqu'il fait sa biographie de Casanova, de Stendhal, de Romain Rolland, il utilise bien sûr des archives, bien sûr des registres, bien sûr qu'il a une équipe qui travaillait pour lui, surtout vers la fin de sa vie, avec sa deuxième femme, mais aussi avec deux autres historiens, qui s'occupaient en effet de aller dans les différentes archives municipales, aller dans les différentes bibliothèques et glaner des informations. Et lui, il ramassait tout ça et se disait, mais comment je fais maintenant pour créer une scène qui ne soit pas complètement accoudée à la réalité, qu'elle soit un peu fausse, mais qu'elle permette de rassembler dans une molécule fondamentale toute la puissance narrative de ce personnage. Parce que sinon, ça va être un travail d'historien. Mais quand on lit Stefan Zweig, on se dit, je suis complètement pénétré dedans, comme lorsqu'on lit Jules Michelet. Mais c'est parce qu'ils se sont permis des tentations de fiction. Et permettez-moi, je ne résiste pas à la tentation, parce que c'est toujours plus beau de sortir de son livre, hein, s'éloigner de son livre et d'aller vers le livre des autres. Comme disait Borges, je ne suis pas fier de ce que j'ai écrit, je suis fier de ce que j'ai lu.
Eh bien, il y a ce passage qui s'appelle Le Chevalier de Saint-Gall dans la biographie de Casanova, où Stefan Zweig raconte au chapitre 2, fait le portrait de Casanova en racontant la scène d'un théâtre italien où on est à l'entracte. C'est pendant une présentation de ballet. Pendant l'entracte, entre Casanova. Il dit, on imagine Casanova, une sorte de beauté androgyne, avec des yeux verts, comme c'est un homme très délicat, avec un front haut, comme ça, des doigts comme ceux des pianistes. Il ne disait pas du tout. Ça est entré un homme comme ça, petit, sicilien, avec le front bas, avec le poil dur, avec un cou épais comme celui d'un taureau furieux. C'est un type qui respirait la sexualité. Et dans les poulaillers, comment ça dire, puisque c'est très beau. Et puis finalement, il reconnaît au loin des gens dans une loge, s'approche, commence à parler un français qui est mêlé de mots italiens, mêlé de mots espagnols, montre des bagues avec des écus qui viennent d'ailleurs, d'une autre famille, s'invente qu'il est chevalier. Une famille s'appelle le Saint-Gall. On dit, d'où vient ce Saint-Gall? Alors en effet, il raconte des branches germaniques, comme ça, austro-hongroises. On dit incroyable, je ne connais pas. Il sort une tabatière et dit qu'il revient d'un voyage dans les Caraïbes. On dit, qui est cet homme? Et au milieu de tout ça, dans les coulisses, comme ça, les danseuses qui ont tiré le rideau, parce qu'elles voient bien qu'il y a un tohu-bohu, il y a un brouhaha autour de cet homme. Et l'une le reconnaît et dit, mais le chevalier de Saint-Gall, mais pas du tout. Ça, c'est Giacomo Casanova, ce pirate, ce flibustier. Encore hier, il essayait de séduire ma sœur. Et cette veille termine en disant, mais elle ne dira rien dans l'espoir de passer la nuit avec lui ce soir. Cette scène est tellement bien racontée, montre tellement la nature fantasque, extravagante de Casanova, montre si bien le personnage qu'il était que beaucoup d'historiens ensuite et de biographes de Casanova ont repris cette scène pensant qu'elle était réelle, et en disant, bien sûr, la scène du chevalier de Saint-Gall qui montre parfaitement... et non, elle n'a jamais existé. Et tout à coup, en fait, la fiction devient plus réelle que le réel. Et lorsque on lit l'histoire de la lecture, par exemple, de Alberto Manguel, ou la cité des mots de Alberto Manguel, eh bien, il revient sans cesse à cette idée que ce n'est pas la réalité qui précède la fiction, mais c'est l'inverse. Et que la fiction, parfois, en donnant une expression du monde, finit par le copier encore mieux. Et je finirai là-dessus, pour répondre à ta deuxième question. Je n'ai pas oublié la deuxième partie de ta question. Habituellement, j'essaie de ne pas planter l'aiguille sans fil, de bien coudre les affaires. Eh bien, figure-toi que l'histoire du rêve des jaguars finit dans le livre avec Antonio et Anna Maria ensemble pendant presque 100 ans d'amour, et il n'y a que la mort qui les sépare. Non, une sorte de belle histoire d'amour homérique, comme on l'imagine dans les livres. La réalité est que Antonio s'est séparé de Anna Maria quand il avait 45 ans, et il a eu 3 femmes ensuite. Moi, en écrivant le livre, en me permettant de mentir, parce que voilà, c'est ça, de faire fléchir la réalité, non, de tordre cette réalité-là et de la réécrire à ma façon. Ma mère, en le finissant, était émue aux larmes, en me disant, mais tu as écrit l'histoire que moi j'aurais voulu vivre, petite fille. Tu as refait ce que moi je n'ai pas vécu. Moi j'ai des enfants. Mes enfants ont des enfants, qui auront des enfants à leur tour. Peut-être que dans 4 générations, lorsqu'on aura oublié la vraie histoire de l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Maracaibo, qui était plus ou moins chirurgien, je ne sais pas quoi, il ne restera en fait, résultat des courses, qu'un seul témoignage de cette vieille histoire, qui est ce bouquin. Et alors, peut-être que mes arrière-petits pourront dire à leur couple à ce moment-là, tu vois, dans mon héritage familial, il y a toujours eu des grandes histoires d'amour. C'était écrit, ça a toujours été comme ça dans ma famille, tu vois. Donc je pense qu'on devrait répéter ça. Et en quelque sorte, tu refais le monde à ta façon. Tu vois, c'est ce que raconte Vargas Llosa lorsqu'il écrit sur Garcia Marquez avec Cien años de soledad, et où il parle de ce très beau livre qui s'appelle Histoire d'un déicide. Donc il utilise le mot déicide qui est très beau, celui de tuer un dieu, en fait. Et en quelque sorte, tuer un dieu, c'est tuer un monde pour en refaire un autre, en fait. Tu vois, tuer une figure tutélaire pour en refaire une nouvelle. Ben là, l'idée, c'était aussi de, en quelque sorte, tuer cette histoire, en prenant bien sûr la base dessus, en prenant sa racine,
pour en faire une nouvelle, qui à son tour sera racine pour encore une autre, tu vois. Oui. Quelle réponse incroyable. Ça a peut-être un lien. On parlait des deux personnages principaux, Antonio et Anna Maria, mais aussi beaucoup de nombreux personnages, alors, secondaires, mais aussi des personnages qui vont passer sur une page, et pourtant avec 1000 anecdotes. On a l'impression qu'il y a des centaines et des centaines d'histoires. D'où tires-tu toute cette inspiration d'où tires-tu cette inspiration? Eh bien, je m'étais mis comme contrainte olympienne, en quelque sorte, d'écrire une histoire par phrase. Tu vois, je me dis, si j'arrive à faire que dans chaque phrase, il y ait déjà une sorte de mouvement, non, il y a déjà un je ne sais quoi, en fait. Il y a déjà une situation où on puisse traverser quelques époques, que dans une même phrase, un personnage puisse naître, se marier et mourir, enfin, tu vois, en quelques virgules, ça donnerait une densité au texte assez belle. Et après, mon travail était bien sûr celui d'injecter de l'eau dans ce vin pour que ça ne devienne pas non plus un texte comme une boue mielleuse dans lequel tu t'empêtres, non, dans une fange comme ça, où tu avances difficilement, que quelque chose soit suffisamment fluide. Et cet équilibre a été sans doute la partie la plus difficile à trouver pour l'écriture du texte. Je ne sais pas si je suis parvenu, parce que moi je suis un juge très sévère de mes propres textes. Et je suis toujours convaincu, à l'instant où il est publié, que le livre est absolument imparfait. Non, à l'instant où tu publies le livre, tu fais le deuil de sa perfection. Sinon, il n'est plus parfait le lendemain où il est publié. Je le trouve déjà, par exemple, trop long. Il aurait fallu qu'il soit plus court. C'est trop tard là. Oui, en effet, mais il y a d'autres livres qui permettent de raccourcir. Il y a en effet cette belle lettre qu'envoie le philosophe Pascal à un ami en lui disant « Excuse-moi, si j'avais eu plus de temps, ma lettre aurait été plus courte. » Je pense que ce n'est pas le talent, mais c'est le temps, en effet, qui donne les meilleurs textes, parce qu'on se rend compte quelles sont ses aspérités, quels sont ses tunnels, quelles sont ses longueurs, non ? J'ai énormément travaillé toutefois à faire cette espèce d'équilibre et à grossir chaque phrase pour lui donner de la force. Il y a bien sûr beaucoup d'histoires à Maracaibo, qui est une ville assez étonnante et assez magique. Lorsqu'on parle de réalisme magique dans la littérature latino-américaine, on oublie trop souvent que ce n'est pas seulement de la part de la plume des auteurs latino-américains. C'est qu'aussi le monde dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont vécu, porte déjà une luxuriance, un baroque en fait, un rococo. Et Garcia Marquez disait, moi je n'ai pas besoin d'inventer, je n'ai qu'à m'asseoir à la table d'un café et copier ce que j'ai autour de moi. L'histoire du pingouin de Maracaibo est une histoire vraie qui m'a été racontée par Rafito. Rafito était le voisin d'une cousine. Et je me souviens que Rafito était un chroniqueur de Maracaibo qui avait chroniqué, qui avait passé sa vie en effet à récupérer les histoires les plus insolites de Maracaibo. Et nous avons, je salue du geste parce que Rafito est mort depuis. Et en effet, on avait pris une bouteille de rhum, je me souviens une très belle soirée dans laquelle il me disait El bestiario de Maracaibo, le bestiaire. Il disait les quantités d'animaux qui sont passés par cette ville. Et donc il me raconte l'histoire du pingouin que j'ai trouvé tellement extraordinaire que j'ai fini par la raconter. Il m'a raconté une autre histoire que je n'ai pas pu mettre dans le texte parce que j'ai trouvé que ça rentrait pas, ça allait être trop lourd, mais que je me permets de vous raconter ici parce que en plus Rafito, allez savoir où il est, non, mais peut-être que ça sera content de réentendre cette histoire. Il m'a raconté une histoire d'un cirque français qui était passé par Maracaibo à un moment, où ils avaient différentes activités typiques des circassiens, mais aussi un lion dans une cage qu'il sortait pour sauter dans des cercles de feu. Et donc tout Maracaibo, bien sûr, on n'avait jamais vu un lion. Voyant en effet ce lion sauter dans des cercles de feu, etc., c'était hyper impressionnant. Au même moment où le cirque était à Maracaibo, il y a eu une entreprise, Maracucha, de Maracaibo, qui avait créé un dentifrice. Et le directeur commercial de cette marque de dentifrice s'est dit, pourquoi ne pas utiliser le lion pour notre pub du dentifrice? On va prendre le lion, une journée, on va prendre des photos avec la gueule ouverte, avec le dentifrice en dessous, en disant, notre dentifrice lave aussi les dents des lions. Il dit, c'est super, en fait, c'est aligné, ils sont là, on leur loue le lion pendant une journée, tu vois, on prend il loue le lion vient, il prend les photos, toutes ces choses. Finalement, la chose s'allonge un petit peu, etc.
le lion, on ne peut pas revenir ce soir-là au cirque parce qu'il y a un problème. Il est obligé de dormir dans le studio photo. On le fait dormir dans le studio photo et le lendemain, parce que je profite de vous raconter, moi je ne fais que répéter, le cirque avait disparu. Pendant la nuit, ils avaient levé le truc, le chef de tour, avait disparu. Et le directeur commercial appelle du coup sans doute son patron en disant « Non, problème, cher. Un lion en fait, qui est resté dans le... » Ceci a été appelé à l'Institut de sciences naturelles. L'Institut de sciences naturelles vient avec une cage, etc., qui habituellement va pour des jaguars, enfin, j'imagine, non, ou pour des osselots. Et il ramène le lion, et le lion a passé 10 ans dans le zoo de Maracaibo, il est mort vieux dans le zoo de Maracaibo. Voilà, tristement, tu vois, sous les tropiques. Et Frère Fito me disait, t'imagines ce truc, un lion à Maracaibo. Et des histoires comme ça, il y en a tellement, en fait, tu vois, autour de Maracaibo, tellement. Et les gens racontent, et pour ceux qui ont connu les Caraïbes, racontent des histoires de cette façon. Ils les racontent comme avec des sortes de prophéties toujours, et utilisent une langue qui semble être celle de Virgile, tu vois, des langues un peu oubliées, enfin, comme parlait ma grand-mère, comme parlent aussi les Haïtiens, par exemple. Enfin, non, il y a tout un truc autour qui fait qu'au moment où je me suis mis à écrire le livre, je me suis dit, pour que le livre ressemble à cet endroit, obligatoirement, il ne doit pas avoir des moments de banalité, en quelque sorte. Tout est fougueux. J'en reste sur les personnages. Et là, je joue un peu avec le feu. On parlait tout à l'heure des 5 romans. Si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même des ponts entre les différents romans des personnages qui reviennent. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai relevé un personnage il y en a peut-être d'autres, qui n'est pas de ton œuvre, mais celle de Nicolas Caro. Personnage d'Henri Craig. T'es fort. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mon ami, c'est rempli. Ça t'amuse? Est-ce que tu construis ça? Comment tu construis ça en fait, quand tu... Claro, oui. Alors, ouais, ça, du coup, il y a deux choses différentes en fait. Voilà, je te remercie, mais alors, je comprends tout à fait pour ceux qui n'ont pas lu d'autres livres que ça semble abstrait. J'essaierai d'être rapide pour ne pas déranger l'assemblée. Enfin, mais je me plais beaucoup depuis mon premier livre parce que j'ai l'impression d'avoir dans mon ventre plusieurs livres encore à écrire, etc. Et je le savais dès que j'avais écrit Le Voyage d'Octavio, qui a été le premier livre quand je suis arrivé en 2013 en France à la mort de Chavez. Et je suis arrivé ici et pendant 1 an à peu près, je me suis enfermé à la BNF pour écrire Le Voyage d'Octavio. Et dès Le Voyage d'Octavio, j'avais la sensation que j'avais envie de dire beaucoup de choses, comme un peu l'histoire par exemple du lion, que je n'ai pas mis dans ce livre, parce que j'avais l'impression, en essayant de le mettre qu'avec un pied de biche, que ça ne rentrait pas entre les lignes, et qu'il apparaîtra sans doute dans d'autres livres, qui sont les chutes, non, qu'on a lorsque tu lis, en effet, ton culte, tu as les chutes pareilles pour certains livres, qui sont dans des documents, et tu te dis, ah mais c'est pas rentré dedans, c'est pas grave, il y a des métaphores auxquelles tu as la faiblesse de tenir, par exemple, et qui n'entraient pas dans le corps du texte, parce que ça ne s'accorde pas avec les autres métaphores. Pareil pour les histoires. Pour Octavio, il y avait énormément d'histoires que j'avais envie de raconter, que je n'ai pas pu raconter, et qui, je me suis dit, elles vont patienter, elles vont macérer dans les barriques un peu de l'imagination, elles vont prendre la part des anges et la porosité du chêne, pour finalement apparaître dans d'autres livres qui ont été les suivants. Ça ne servirait à rien maintenant qu'on se mette à faire la grille et la liste de toutes ces choses, mais je pourrais vous en parler pendant des heures en famille, et ça devient vraiment de la cuisine littéraire. Une chose est sûre, c'est que je me suis aperçu qu'il était plus simple de faire réapparaître des personnages, de les faire connecter, d'avoir des traboules, comme on dit à Lyon, des petites passerelles, des galeries souterraines entre les livres, pour composer un travail qui soit cohérent de livre en livre. Et à chaque livre que je finis, je laisse des pierres d'attente, comme on dit dans le monde de la construction, des pierres que tu sais, pour que l'édifice mitoyen vienne s'accrocher et que la pierre soit la même pour pouvoir s'attenir et que ce soit un ensemble cohérent. Et je vous assure, et j'ai encore des livres dans le monde, je vous assure, si vous me donnez 10, 20 ans de la santé et du temps, Inch'Allah, je sais où je vais. C'est ça. Enfin, juste on va composer un truc. Et au bout de 20 ans, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, il y aura peut-être un petit cercle de lecteurs qui auront été fidèles et qui verront le truc et qui diront « Ah, d'accord, mais c'est hyper malin. » Mais ça prend beaucoup de temps. Alors, moi, j'ai mon plan détaillé, naturellement, et heureusement que je n'ai pas la froideur chirurgicale d'aller jusqu'au bout sans me laisser, bien entendu, être pénétré par le monde.
Mais pendant que tu écris, le livre t'écrit aussi. Et de nouveaux personnages surgissent, apparaissent que tu n'avais pas forcément imaginé. Ils sont inattendus, inespérés. Et ils te disent, ils se lèvent sur la page et te disent non, moi je prends une importance plus grande que ce que tu avais imaginé. Donc finalement, tu développes davantage celui-ci et tu t'accordes pour créer ces passages différemment. Encore une fois, ça demanderait beaucoup plus de temps pour pouvoir l'expliquer. Mais tout ça me plaît beaucoup. Et c'est des pierres d'attente que j'ai laissées dans le Jaguar pour le prochain, qui sont très claires dans ma tête, et que j'avais déjà pour l'inventeur, pour Secondaire, je les avais laissées pour le Jaguar. Enfin, j'avais calculé mon truc. Et le personnage de Venezuela était déjà dans Octavio, et Octavio apparaît. Et c'est... Mais on sera là dans 20 ans. Mon cas n'est pas extraordinaire, car Balzac le faisait, ou Zola le faisait, bien entendu, non, dans Cerveau Macquart, dans sa comédie. Et même, je pense à Pierre Lemaître, qui le fait également dans ses livres, et lui, il appelle ça des primes de fidélité. J'avais trouvé ça assez belle la formule, je trouve qu'il a trouvé la bonne formule, non, des primes de fidélité pour les... Une autre chose, c'est lorsque tu es en train d'écrire ton livre, et que tu as des petits personnages, entre guillemets, sans importance, en fait, où tu as besoin d'eux, on appelle ça des personnages béquilles, en fait, qui permettent de créer une béquille dans l'armature romanesque de ton texte, qui ne reviendront pas plus tard non plus, mais qui ne sont pas les personnages principaux, c'est des petits personnages comme ça qui gravitent en orbite autour du livre. Et ceux-là, il faut leur donner un nom. Donc, tu as deux options. Soit tu inventes le nom comme ça, d'une façon isolée et transcendante, soit tu fais un clin d'œil aux copains. C'est ça. Et en effet, j'avais ce personnage d'épicier. Moi, je suis très ami avec Nicolas Caro. Et je m'étais dit, je vais l'appeler Nicolas Caro, comme ça va lui faire plaisir. N'importe. Et j'avais appelé Nicolas Caro. Lorsque mon éditrice a lu le manuscrit, elle me dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nicolas Caro? Je dis non, mais c'est pour faire, tu vois, un petit clin d'œil. Elle me dit non. Il est journaliste littéraire, il est critique littéraire, tout le monde le connaît dans le petit milieu, il est à Europe 1, c'est Monsieur Livre d'Europe 1, etc. Ça va faire entre soi, ça fait bande de potes. Et non, tu trouves un autre nom. Et donc j'appelle Nico et je lui dis, Charlie, je suis désolé, j'avais voulu te faire une surprise, pour que tu découvres dans le texte que tu apparaissais dans le livre, mais hélas, c'est pas possible, comment on fait? Et là, il me dit, qu'est-ce que tu penses si tu prends mon personnage de mon livre, Un homme sans histoire, qui s'appelle Henri Rey, et tout simplement, en fait, tu le connectes avec l'épicier. Donc l'épicier s'appelle Henri Rey, qui est le personnage du livre de Nicolas Caro. Voilà. C'est des détails qui sont vraiment détaillés. Et comme ça, il y en a 1000. Enfin, il y avait aussi mon ami Clément Bénèche, que j'aime beaucoup, pour ceux qui connaissent le travail de Clément Bénèche, qui est un type extraordinaire, et qui est aussi le brigand. Et quand j'ai mis Clément Bénèche, mon éditrice n'avait pas aimé non plus. Et comme Clément Bénèche est un grand ornithologue, il aime beaucoup les oiseaux, eh bien, oiseau en espagnol se dit pájaro. Et donc, finalement, c'est le personnage de Clemente Pájaro. Donc, j'appelle Clément Oiseau, non? Mais si, je pense que j'avais train de le dire. Pardon de te couper, mon ami François-Henri Désérable, écrivain également, et je voulais lui faire une petite blague, parce qu'il est en train d'écrire un livre qui s'appelle Le Palais. Et en effet, donc, je mets un moment qu'il y a un personnage appelé Francisco Enrique Desárboles. Des érables, ça vient de les érables, les arbres, non? Ce sont les érables, non? Donc, c'est les arbres, en fait. Non? J'ai mis Francisco Enrique Desárboles, qui est un type qui écrit un livre qui s'appelle El Paladar, le palais. Et donc, lui, il était très content. Il m'avait d'ailleurs envoyé un petit mot très joli chez moi. Il dit, je suis en train de lire le livre, je tombe dessus, incroyable. Il me dit, je t'envoie ce petit mot juste pour dire que je suis tombé dessus. Je n'ai pas envie de lire, mais une petite lettre, comme ça, avec un petit carré. C'est drôle. C'est rigolo. Aussi, parce que je ne l'ai pas resitué avant de poser la question. Si je me suis permis de parler de Nicolas Caro, c'est que Nicolas Caro était présent à Cholet l'année dernière pour le prix du premier roman, le prix Pop. Donc voilà, quand j'ai lu le texte de Nicolas Caro l'an passé et que j'ai lu là, je me suis dit, tiens. Je finis tout simplement là-dessus, c'est que dans Les Misérables de Victor Hugo, c'est rempli de petits clins d'œil comme ça également, de petits dédales et de petits labyrinthes de sa vie personnelle. Lui qui était un homme était très participatif, disons, avec les femmes. Et bien, il y a d'ailleurs une conférence hilarante de Mario Vargas Llosa. Et déjà vieil homme, il avait donné une conférence sur la vie sexuelle de Victor Hugo. Et c'est hilarant, en fait. Il allait faire toutes les recherches, tous les trucs.
Et il raconte en effet que c'est un homme très chaste avant de rencontrer Adèle Hugo aussi. Il s'était préservé pour elle, et le jour des noces, dans la nuit de noces, on raconte, selon en effet les archives et selon des témoins, aussi selon lui, qui aurait fait 9 fois l'amour avec Adèle Hugo. Et là alors Mario Vargas Llosa s'arrête, regarde l'assemblée et répète 9 fois. Un record indépassable. Mais aussi en littérature. Comment c'est possible qu'un tel homme, en effet, ait pu écrire les 2000 vers des châtiments et en même temps il puisse faire 9 fois. Il est indépassable à tous les niveaux. C'est une sorte de conférence incroyable et hilarante. Et Victor Hugo avait tellement d'amantes dans Paris que lorsque Jean Valjean fuit Javert dans les rues de Paris, toutes les petites poternes, toutes les portes cochères, toutes les ruelles qu'il prend pour se cacher sont les appartements des amantes qu'avait Hugo, etc. En fait, c'est juste des clins d'œil, des endroits qu'il connaît très bien, des petits escaliers cachés qu'il connaît parfaitement, naturellement. Donc, clairement, c'est rempli de choses comme ça en littérature, donc il n'y a rien d'extraordinaire. J'avais une question un peu moins légère. Mais c'est important, je pense, parce que, comme je disais tout à l'heure, tes livres sont flamboyants, lumineux, joyeux, mais il y a toujours un fond historique qui est quand même très très présent. Et notamment, il y a un moment dans Le Rêve du Jaguar où c'est la découverte du pétrole au Venezuela. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé pour les personnages et pour le pays? Et sans forcément rentrer dans quelque chose de géopolitique avec ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est une importance en fait jusqu'à maintenant, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, en effet. Il y a cette scène à Maracaibo dans les années 20, dans l'Hacienda Barroso, où on aurait découvert pour la première fois du pétrole dans une concession pétrolière qui avait déjà été achetée par des Américains, par la Venezuelan Oil Company, tenue par un certain Samuel Smith. Tout ça, moi, je l'ai appris en lisant des livres là-dessus et avec les témoignages de Samuel Smith, qui a donné une très longue interview de presque 2 heures à la fin de sa vie, où il raconte en fait toute cette scène. En effet, après avoir fait tous les forages, vers 4 heures du matin, un gros boom réveille tout le monde et commence à monter une colonne d'huile noire qui, selon la presse locale, a duré 9 jours. Ouais. Donc 9 jours, comme ça a continué à jaillir, comme ça. Et donc elle se déversait dans toute la ville. L'anecdote, en effet, que je raconte dans le livre et qui semblerait est réelle, qui est l'anecdote de San Benito. Et San Benito, qui est le saint noir, qui est le saint du syncrétisme, c'est-à-dire qui est le mélange entre les missionnaires espagnols arrivés avec la couronne espagnole et avec toutes les litanies, les psaumes de l'Église catholique, qui s'est mélangé avec la traite négrière, surtout dans les îles, qui venaient avec leur saint, avec leur animisme et toute leur culture religieuse. Et l'ensemble des deux a donné ce qu'on appelle là-bas la santeria et qu'on appelle, je crois, la sorcellerie dans les Antilles, et notamment ce saint, qui est un saint noir, San Benito, et qu'on ne peut que être honoré en lui jetant des gouttes de rhum. Et donc San Benito a des fidèles qui s'appellent los San Beniteros. Et en général, quand on sort San Benito avec des brancards dans sa statue en bois, alors c'est toute une fête qui se fait, des gens avec des masques de saints, mais aussi des masques de diable, et tu as des tambours africains, mais tu peux aussi avoir un prêtre, en effet, avec des encens. Enfin, c'est une sorte de mélange délicieux, très festif, tu vois, et bon, très, très caribéen, quoi. Enfin, tu vois, un peu un classique, comme ça, dans le... Et il semblerait alors que pendant ces 9 jours, personne ne savait comment arrêter ce jet, et que les fidèles de San Benito sont venus toquer à la porte de Samuel Smith en lui disant « Je vous assure que si San Benito touche le jet, il va arrêter le jet de pétrole. » Samuel Smith dit « Cher ami, je pense que c'est une mauvaise idée, car pointu, ça fait 9 jours, ça ne s'arrête pas, c'est hyper dangereux en fait. Il y a des pierres en fait qui sautent en même temps, il y a de la terre, il y a de la boue, ça peut péter de n'importe où, il y a du gaz de partout, enfin, c'est inconcevable de faire entrer quelqu'un. Je vous assure que San Benito va vous arrêter le jet. » Tout ça, c'est Samuel Smith qui lui le raconte des années plus tard, en disant je ne pouvais pas. Et il se trouve en effet qu'en rentrant, San Benito touche le jet de pétrole, et à l'instant où il le touche, le jet s'arrête. La coïncidence géologique était telle
que Samuel Smith a décidé de devenir, lui, San Benito, et que tout le monde a dit, ben voilà, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ben voilà, c'est San Benito qui a raté le chien. Donc, cette magie, ce surnaturel n'est pas du tout extraordinaire. Nous avons ici une preuve scientifique que ça marche. Et à partir de là, Maracaibo est devenue sans doute une des villes les plus riches de toute l'Amérique latine, où des banquiers, des entrepreneurs, ou des investisseurs, des ingénieurs, des architectes, des acteurs, des personnalités publiques sont venus s'installer à Maracaibo, sont venus faire affaire à Maracaibo, sont venus dollariser Maracaibo, construire. Tout le monde s'est retrouvé avec énormément d'argent en très peu de temps. Et la ville est devenue, mais passée d'un petit village de pêcheurs à devenir en fait une mégalopole, à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, qui est gigantesque. Beaucoup de langues se parlaient à ce moment-là, etc. Et la soudaine, le brusque changement, la transformation de Maracaibo était en miroir, en écho avec celle aussi de Antonio et de Ana Maria, qui étaient nés dans la misère, qui n'étaient rien du tout, et qui par 1000 hasards, petit à petit, ont commencé à devenir, en effet, l'homme et la femme qu'ils allaient devenir plus tard. Et donc il y avait cette espèce de jeu un petit peu de balance entre les deux qui m'a semblé beau à développer. Et moi, enfant, j'ai toujours entendu l'histoire, bien sûr, d'Antonio, toujours l'histoire d'Ana Maria, parce que mes grands-parents donc, entendent leur histoire sans cesse, et toujours cette histoire de Maracaibo. Je me disais, c'est fou comment en fait il y a trois grands-parents. En fait, il y a cette ville qui est là, en effet, qui est le personnage principal de mon enfance, et qui s'est développé en même temps qu'eux. Enfin, il y a quelque chose de très étrange qui s'est passé là. Même les pingouins arrivaient à Maracaibo, ils arrivaient à Maracaibo. Il y avait un côté comme ça, en mode, c'est le sang du monde. Allez savoir. La première piste Concorde de toute l'Amérique latine a été construite à Maracaibo pour faire atterrir des Concordes avec des investisseurs qui arrivaient richissimes de je ne sais où. On dit que le premier escalier mécanique de toute l'Amérique latine a été à Maracaibo, fonctionné à Maracaibo. Et il reste, aujourd'hui c'est une ville pauvre, parce qu'il y a une crise économique terrible au Venezuela, fruit d'ailleurs de la découverte du pétrole, mais il reste cette espèce de vestige comme ça d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et qui sont des espèces de gigantesques maisons, des manoirs en marbre avec des cheminées construites à l'intérieur. On était au milieu des tropiques, il n'y a pas d'hiver. Et ils construisaient des cheminées pour vivre à la française, enfin, ne sachant plus quoi faire de leur argent. Ma mère me racontait des scènes de son enfance qui sont absurdes, en fait, de richesse, de l'opulence et l'ostentation, tu vois. Enfin, c'est complètement dingue ce qui s'est passé à Maracaibo. Et je pense que c'est mal expliqué dans le livre. Parce que la réalité dépasse tellement la fiction, tu vois. La réalité peut tellement se permettre le luxe d'être invraisemblable, d'être folle, en fait, d'être insolite, de n'être pas réalité, de n'être pas réel, de ne pas être véridique. La fiction ne peut pas se permettre ce genre de liberté. J'observe que vous aimez bien le chiffre 9. 9. Oui. Vous voyez, c'est super ça. Allez savoir. Allez savoir. Mais tu sais, mais c'est beau ça. Mais ça me rappelle, je me permets de raconter une petite anecdote qui sort peut-être de ces choses-là, mais par fond, ce sont les lecteurs qui finissent par te faire comprendre mieux qui tu es en fait. Et je me souviens que lors d'une rencontre littéraire, j'avais publié Le Voyage d'Octavio. Et j'avais appelé le personnage de Octavio tout simplement parce que c'était un petit enfant qui était l'enfant d'un couple d'amis et qui venait me demander qu'on joue au foot ensemble pendant que j'étais en train d'écrire le livre dans une résidence d'écriture à Chambéry. Et quand j'avais voulu changer le nom du personnage, c'est le personnage lui-même dans la feuille qui m'avait dit « Non, tu m'appelles Octavio depuis le début en nom de travail et je veux conserver ce nom. » Donc, finalement, je l'avais appelé Octavio, le personnage. Et quand il avait été publié, le livre, c'est mon éditrice qui avait insisté pour qu'on le publie, ça s'appelle Le Voyage d'Octavio. Je suis intéressé là. J'arrive dans une rencontre littéraire et une femme était tout à coup, comme ça, entre dans la rencontre, s'assoit au premier rang, me regarde avec insistance, comme ça. Et puis au bout d'un moment, on se décide et me dit « Permettez-moi de vous dire, monsieur, j'ai été fasciné par l'idée que vous avez eue d'éliminer le chapitre 8 de votre livre. » Je dis « Comment ça, le chapitre 8 ?» Bien sûr, regardez, vos chapitres passent du 7 au 9.
Donc, je prends le livre, je regarde, et en effet, le numéro est passé du 7 au 9, en fait. Voyant la surprise sur mon visage, tout le monde sort son livre, commence à regarder. 10 000 exemplaires qui sont tirés, ça a passé du 7 au 9. Et elle me dit, mais c'est pas une coïncidence, votre personnage s'appelle Octavio, c'est Octo, c'est Ocho, en fait c'est 8. Votre personnage a bu l'encre du texte, en fait, c'est qui a incarné le chapitre 8 et qui l'a mangé, en quelque sorte. Je disais, mais madame, j'aurais adoré avoir eu cette idée. Mais c'est juste une sympathie, en fait. Et je me souviens très bien, c'était à Soissons, en Provence. Et mon électrice était au fond de la salle, et donc je la cherchais et elle se cachait derrière. Mon regard, en fait, c'est une erreur. Imagine-toi. Et j'avais trouvé ça très très beau, en fait, de cette espèce de connexion incroyable. Et on dit le numéro 9, donc allez savoir. On est juste avant. Et voilà, juste avant. Juste avant. Eh oui, c'est con. Comme on l'a pu l'entendre, tu es très attaché au Venezuela, pardon. Donc tu es né en France, de Oui. parents chiliens et vénézuéliens. Oui. Tu écris en français, tous tes romans étaient en français, alors qu'il se passe pour la majorité en Amérique du Sud. Est-ce que tu n'as jamais eu la tentation d'écrire en espagnol directement? Absolument. Et alors, je suis encore un homme jeune et j'ai encore des livres devant moi. Et j'ai bon espoir de pouvoir un jour pouvoir écrire dans ma langue maternelle, qui est l'espagnol. Et c'est drôle parce que moi j'écris, je pense souvent en espagnol quand je dois me parler à moi-même, ou quand tu dois faire une oraison. Il y a la différence avec la prière. L'oraison, c'est quand tu parles toi-même avec l'univers ou avec les choses. La prière, en effet, il y a une grille, une architecture narrative qui est la même et qu'il faut savoir répéter. Mais quand tu fais ton oraison, en général, quand tu te parles à toi-même ou à l'univers, qui est finalement la même chose, enfin, eh bien, tu parles dans la langue de ton cœur, c'est ça. Eh bien, c'est l'espagnol. Quand je parle avec mes enfants, je parle en espagnol. Vous avez écrit des bouquins pour enfants en espagnol. Alors, eh bien, figurez-vous que le livre que j'ai écrit pour enfants, il est en français. Vous n'avez pas écrit d'autres en espagnol? Pas encore. Ah. Pas encore. Et si je marche dans la rue, un piano me tombe sur la tête, je parlerai sans doute en espagnol. C'est la langue du cœur. Mais j'écris en français, parce que j'ai été dans les lycées français à l'étranger, parce que j'ai une enfance très désordonnée, etc. Et donc on m'a mis dans les lycées français à l'étranger, et j'écris directement en français. Lorsque les livres sont publiés en espagnol, ils sont traduits, tantôt par une traductrice espagnole d'Espagne, et tantôt par une traductrice vénézuélienne. Ce sont comme, on en parlait plus longuement, mais ce sont comme deux Espagnols un peu différents, où il y a des hispanismes et des régionalismes qui peuvent changer, et qui ont donné d'ailleurs des situations délicieuses, très cocasses. Quand j'ai reçu les livres en espagnol, mes propres livres en espagnol, je me souviens que je commençais à le lire et je ne reconnaissais pas du tout ma propre langue. Je découvrais des mots que je ne connaissais pas, des tournures de phrases que je n'aurais jamais utilisées de cette façon, une façon de dire les choses que je trouvais tout à fait étrangère à moi-même, si bien que je me suis mis à lire le livre jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qui se passe à la fin. Si moi, je m'étais traduit moi-même, je pense que je n'aurais eu aucun problème de me trahir moi-même. Et donc de réécrire complètement le livre. On parlait tout à l'heure en effet de réduire. Plus on écrit, plus tu réduis. Eh bien, je pense qu'en faisant une traduction, j'aurais complètement réduit le texte. Je l'aurais simplifié aussi sur certaines choses. Tu vois, par exemple, champ de canne à sucre, il faut 4 mots en français pour le dire. En espagnol, il faut un mot, non? Cañaveral. Ensemble de palmiers bâches. En français, il faut un ensemble de mots. Et bien en espagnol, se dit un morichal. Je me souviens dans Le Voyage d'Octavio, qui était le premier livre, où j'avais raconté une pluie tropicale. Et donc j'avais pris le temps de raconter une pluie tropicale. Le ciel se déchire, les coups tombent comme des poings fermés. Ça lave le ciel, ça crée des torrents, tu vois, dans les rues, qui charrient des rats morts et des poubelles, des trucs, c'est de tout, quoi. Et puis finalement, le soleil réapparaît, sèche tout en 2 secondes, et les plantes explosent comme ça. C'est aberrant.
quand ma traductrice vénézuélienne avait traduit le livre, elle avait traduit tout ce passage. On m'avait invité au Venezuela pour parler du livre. Et quelqu'un m'avait demandé dans la salle, cher ami, pourquoi avoir pris toute une page pour parler d'une pluie tropicale qu'on vit tous les jours ici? Il suffisait de dire, il pleuvait. Oui, puisqu'il n'y a qu'une seule manière. Non, voilà, c'est ça. Et j'ai dit non, mais c'est parce que c'est écrit en français, et en France, il y a presque 150 manières différentes. Donc, comme à Londres, il y a 150 manières de dire il pleut. Eh bien, même spectacle, sans doute, si demain je fais l'inverse. Si j'écris directement en espagnol, ce sera étonnant et curieux de voir quelle est la traduction française, et sans doute de redécouvrir le texte en français, et me dire que je peux vivre deux vies en une même existence. Mais mon cas n'est pas extraordinaire, parce que tu as des écrivains comme Nabokov, comme Gary, et comme Beckett, comme Kundera, comme Jorge Sembrún, qui ont choisi le français comme langue d'écriture, et qui se sont permis d'entrer dans la langue par une autre porte, qui n'est pas la première porte, mais par une autre porte fatalement, puisque tu rentres par la porte des étrangers, en fait, tu vois. Et tu découvres la langue différemment. La même chose était arrivée, par exemple, pour le mouvement de la négritude, avec Léopold Sédar Senghor, avec Aimé Césaire, avec Damas, avec Diop, qui avait en quelque sorte pris la langue française à cause des colonies, qu'ils avaient mélangé avec leur dialecte, leur imaginaire, comme ça, tu vois, qu'ils les avaient pétris dans une autre glaise, et qu'ils l'avaient rendu à la France foisonnante et luxuriante, remplie de lianes et de torrents. Et en effet, tu avais les académiciens qui, sous la coupole de l'Académie française, pouvaient lire la poésie malgache en se disant je redécouvre ma propre langue, en fait. Donc il y a un truc qui est très beau aussi qui se fait à ce niveau-là. Non seulement dans la beauté des êtres, je crois, au métissage, non seulement dans la beauté physique, mais également dans la beauté de la langue. Et, si je peux me permettre, Bien il y sûr. a des écrivains qui, justement, je pense à ça parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'étais à une conférence avec Akura Mitsubayashi, qui est japonais, Oui, qui bien a sûr. appris le français à l'âge de 19 ans en venant étudier en France, etc. Et qui explique qu'il écrit en français parce qu'en français, il se sent plus près de son père. Ses deux parents étaient japonais. Ouais. Mais la sensibilité, la subtilité de son père fait qu'il se sentait, et du coup, pour cela, il se sent plus proche de son père, il expliquait, lorsqu'il écrit en français. C'est beau de dire ça. Hein. Et c'était, Hyper beau, quoi. Et alors, tout le monde Bien était sûr. très surpris d'apprendre que ses deux parents étaient japonais, malgré tout, mais comme quoi, il y avait des choses qu'il avait ressenties avec son père qu'il ne pouvait pas exprimer en japonais, mais qu'il arrivait très bien à exprimer en passant par le Ah, français. c'est ça, bah, tu vois, c'est hyper beau ce genre de choses. C'est complexe, hein, ce truc des langues. Oui, Puis, c'est complexe. Jusqu'où aussi tu peux t'approcher de tes personnages quand... Tu vois, c'est une bonne question. Moi, je pense en effet que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire en littérature et je dois encore beaucoup m'améliorer en écriture. Et notamment, et pour être tout à fait honnête, écrire davantage avec le cœur plus qu'avec la tête. C'est ça. Et donner à des personnages plus d'empathie. Et je pense que s'ils n'ont pas encore assez d'empathie, c'est parce que je les écris en français et je les écris pas dans la langue avec laquelle j'ai parlé avec mon père ou avec ma mère. En même temps, il y a certaines langues qui permettent d'exprimer plus Oui. ça que d'autres. Absolument. Il y a des langues qui sont beaucoup plus basiques, il y a moins de Tout à fait. vocabulaire. Bien sûr, alors ma femme est danoise et j'observe en effet que le danois est une langue assez pauvre. Elle est pauvre dans la conjugaison, elle est pauvre dans ses synonymes, elle est pauvre dans sa grammaire et elle est pauvre dans ses temps. Elle n'a qu'un seul passé, tu vois. Un seul futur, des trucs comme ça, tu te dis, mais on pourrait avoir qu'un seul passé. Pour votre histoire nationale. Et aussi, tu peux, par exemple, je me souviens avoir été, on a des filles ensemble, et on avait parlé de la pudeur. Non, à quel est l'âge de la pudeur, non? Je trouve que c'est toujours compliqué cet âge de la pudeur. Non, enfin, sans tantôt la sienne, tantôt la tienne. À quel moment tu arrêtes en fait de prendre le bain avec elle, enfin, non, quel est l'âge de la pudeur? On en parlait, on débattait ça à la maison en réfléchissant à ça. Et je lui dis comment on dit pudeur en danois? Elle n'a pas su me le dire.
Et il y avait ma belle-mère qui était là, qui est beaucoup plus danoise qu'elle. Sa mère est suédoise en plus, enfin, avec qui je parlais exclusivement en anglais. Incapables toutes les deux, je les voyais débattre en essayant de trouver le mot. Puis elles disaient non, la timidité. Je dis non, c'est pas la timidité, enfin, pas la pudeur. Et c'est bête, mais le fait de ne pas nommer les choses, parce que tu ne peux pas exister naturellement, et des choses comme ça, cher ami. Et figure-toi que le français a autour de 300 000 mots. Lorsqu'un professeur émérite et quelqu'un qui s'exprime avec recherche, avec distinction, parle français, il utilise, selon les études, autour de 7000 mots. Tu te rends compte comment on utilise un pourcentage minuscule en fait, de la langue. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont à voir avec un champ lexical, des métiers, des professions, non, une lexicologie qui a à voir avec ceci. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, on a une langue qui est très très vaste, de 1000 mots très précis. On utilise, et encore une fois, quelqu'un sélectionne avec recherche autour de 7000 mots. L'espagnol a presque le double. L'espagnol a presque 600 000 mots. Toutefois, un professeur émérite, encore une fois sur les études linguistiques, va utiliser 3000 mots. L'anglais en a presque encore plus que l'espagnol. Et pourtant, ils utilisent encore plus. C'est-à-dire que paradoxalement, plus ta langue est vaste, et moins tu utilises de mots. Et plus ta langue est courte, et plus tu utilises l'espace. Comme lorsque tu vis dans un studio, il n'y a pas un seul centimètre qui n'est pas utilisé, alors que quand tu vis dans une très grande maison, il y a plein de chambres vides. Ça peut être une des explications, parmi d'autres, bien entendu, et parmi aussi des affaires d'économie de marché sans doute, et d'un développement du ministère de la Culture en France et tout, que la littérature a une telle place en France depuis tant de siècles, c'est aussi parce que la langue étant plus étroite, eh bien, les écrivains se sont permis alors de l'explorer encore davantage. Le mot nuance n'existe dans presque aucune langue dans le monde. La nuance, qui est un mot qu'on utilise tellement en français. Non, il y a des nuances. Il y a des nuances de sentiments. Il y a des nuances de couleurs. Quel beau mot, le mot de la nuance. La formule le trait d'esprit. Dans quelle autre langue tu trouves des traits d'esprit? Voltairien. Tu vois le bout du trait d'esprit. Bien sûr qu'il y a une métrique dans la poésie et dans le théâtre de l'Espagne, de l'Italie. Il y a une métrique, bien sûr. Tu vois, il y a des alexandrins, il y a des octosyllabes, il y a des décasyllabes. Je me demande si il y a d'autres écrivains dans d'autres langues qui ont élevé cette métrique de la poésie, qui est beaucoup plus proche de la musique que des lettres, à un tel sommet qu'ont pu le faire pendant 4 siècles à peu près, si on considère la fin de Chrétien de Troyes jusqu'au vers librisme d'Apollinaire, la poésie et le théâtre français. C'est ça. Donc, voilà. Je pense qu'on peut continuer déjà. Je vais poser une dernière question, comme ça après je pourrais vous laisser la parole. Juste après ma question, toujours OK pour lire un petit extrait? Oui, bien entendu, bien sûr. Ma dernière question, je pense que tu as un peu répondu. Dans la chronologie des personnages, dans l'arbre généalogique, le dernier personnage qui apparaît, c'est Cristobal. Oui. Quand on a dit techniquement, Cristobal, c'est inspiré de toi. Est-ce que dans un court ou moyen long terme, on verra un roman sur Cristobal? Tu poses de bonnes questions. Eh bien, figure-toi, François, que c'est marrant que t'en parles. Mais bon, après, ça, c'est des choses... Bon, il n'y a rien de personnel, dans le sens où là, on est en famille, donc on peut tout se dire. Quoi, mais... Et mira, jusqu'où, tu vois, enfin, moi, j'ai passé 4 ans à travailler pour la révolution bolivarienne dans les ministères de pouvoir populaire. Et en France, bien sûr, qu'il y a un héritage de la Révolution et qu'il y a toute une mythologie autour de la Révolution, que vous connaissez bien ce mot, au XVIIIe. Vivre une révolution aujourd'hui n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut imaginer, et ça manque parfois de poésie. Il y a des choses qui sont très très belles, mais ça peut manquer beaucoup de poésie. Moi, j'ai vécu pendant 4 ans vraiment une révolution pétrolière, etc. J'ai vu la chose. Il faut choisir souvent entre célébrer la beauté ou creuser le désespoir.
il y avait sans doute beaucoup des deux. J'ai essayé mais vraiment de survoler la chose dans le rêve du jaguar avec ce personnage de Cristóbal, en me disant, c'est pour ça que c'est là où c'est malin, en me disant, voilà une pierre d'attente. Je sais que ce personnage, je vais le développer plus tard. Je sais aussi que j'ai des choses à dire sur la révolution bolivarienne, mais peut-être je ne suis pas encore tout à fait décidé. Pourquoi? Parce que mon père est chaviste, croit à la révolution bolivarienne, croit au processus révolutionnaire. Mon père a eu une enfance, une adolescence de miriste, pour ceux qui connaissent le MIR, le mouvement d'extrême gauche révolutionnaire au Chili, s'est fait torturer sous la dictature de Pinochet, a eu une carte de parti de sa vie, et il croit encore. Progressiste, à un monde meilleur, marxiste-léniniste. À côté de ça, ma mère est d'opposition, quoi elle est là, comme on dit là-bas, et non pas une femme de droite, parce que reste une femme de gauche, mais très critique envers la révolution, et qui en effet ne pense pas qu'il faille tout nationaliser, et qu'il faille rester au Bolivar, et qu'il fasse... et qu'il soit nécessaire, tu vois, toujours de donner aux institutions publiques des racines profondes. Enfin voilà, elle pense en effet qu'il y a une économie de marché qui peut être différente et qu'il peut y avoir des capitaux étrangers qui viennent abreuver, viennent nourrir le pays et que ce n'est pas grave. Et une sorte de récit s'affrontent dans ma famille, le capitalisme et le communisme, en gros, enfin tu vois, si on fait des raccourcis, deux récits qui ont été un grand classique dans l'histoire de l'humanité, la guerre froide et une guerre de récits. Et elle continue à se tenir au Venezuela. Quand on me demande de choisir, c'est comme me demander qui tu préfères, ton père ou ta mère. C'est ça. Moi, dans l'affaire, j'écris des livres. Et mon travail est celui de passer par l'expression, passer par l'image, passer par la parabole, par l'allégorie, pour donner en fait une vision du monde en fait, et ne pas être en train de donner de jugement de valeur. Oui, je crois à des idées progressistes. Mais d'un autre côté, je me suis bien rendu compte comment la révolution bolivarienne était aussi devenue une sorte de dictature maquillée. Et que des révolutions marxistes pouvaient être tout aussi dangereuses en fait, pour le peuple que du néolibéralisme. Le personnage de Cristóbal, je pense qu'il est celui, en effet, qui, comme moi, j'étais très illusionné par ça, me croyant guévariste, porté par ce côté comme ça, Fidel Castro, par l'image du père à qui on avait cassé la gueule dans des geôles chiliennes et qui n'avait peur de rien, etc., qui montre les cicatrices de la dictature en disant « J'ai perdu mes meilleurs amis dans les geôles chiliennes ». J'ai grandi avec ça, j'ai grandi à table avec tous ces rescapés, tu vois, des dictatures latino-américaines qui disaient « Voilà, avec la droite jamais, avec la droite jamais, tu vois. On fera un homme nouveau, un nuevo hombre ». Et donc je suis parti au Venezuela pour ça, pour voir la chose. Et au bout de 4 ans, la désillusion a été immense, tu vois. La désillusion a été immense. Et elle continue de se montrer, avec 8 millions de personnes qui sont parties dans des exils massifs. On ne peut pas fermer les yeux face à ça, tu vois. Donc qu'est-ce que tu dis? Alors tu es de quel côté? Me dit mon père, me dit ma mère, tu vois. Non, je dis mais là, non, il n'y a pas de non mais là. Tu ne peux pas être un ni d'un côté ni de l'autre. Tu dois prendre parti. Et ça a été très dur pour moi d'écrire tout ce passage-là. Et quand mon père et ma mère l'ont lu, l'un a trouvé que ce n'était pas assez révolutionnaire, l'autre a trouvé que ce n'était pas assez. Je me dis, là, moi je suis un funambule, j'essaie de marcher vers le truc, etc., et de voir la chose. C'est pour ça que je n'ai pas nommé Chavez non plus, et que je l'appelle sans que je ne me souviens plus, ou le commandant, ou le commandante, ou le général. Enfin. C'est une manière de dire, oui, je me détache de la chose. Je pense que l'actualité vénézuélienne est encore très présente, et encore très délicate, et encore ardente. Et c'est la raison pour laquelle, piano, la table de livres va être remplie. Et en effet, peut-être plus vieil homme, lorsque tout ceci l'eau aura coulé sous les ponts, je pourrai regarder en arrière et dire j'ai vécu des choses, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu comment ça s'est passé ensuite, et que le madurisme, comme on dit, passe, que tu vois un peu qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, tout le monde applaudirait l'arrivée des Américains, tu vois, au Venezuela, qu'on dollarise le pays. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 80 au Venezuela avec la 4e République. Et ça a donné la révolution parce que les gens sont sortis dans la rue à cause de la corruption. Donc tu dis, mais les peuples ont une mémoire courte aussi. Tu vois.
Allez savoir, mon ami. Mais ce personnage est intéressant dans ce sens-là, en fait, tu vois, parce qu'il me permettra, non pas pour parler de moi, parce que mon ego n'est pas suffisamment développé pour parler de moi, mais pour, au contraire, l'utiliser comme objet MacGuffin pour pouvoir traverser cette étrange et très belle révolution. Je suis un passage. Oui. Attendez, Et une au question. niveau du passage, Une question. bien sûr. J'ai pas compris. Objet quoi? Ah oui, alors en fait, on appelle ça les MacGuffin. En fait. Donc, il me semble que c'est Hitchcock qui en a parlé la première fois pour désigner dans une structure romanesque, dans une structure narrative, un objet qui n'a aucune importance en elle-même, mais qui devient un prétexte pour agencer ton squelette narratif, tu vois. Donc, par exemple, le fusil dans Tchekhov. Par exemple, la mallette dans Pulp Fiction. Tout le monde cherche la mallette, personne ne sait ce qu'il y a vraiment dans la mallette. Qu'importe ce qu'il y a dans la mallette, ce qui importe, c'est toutes les différentes histoires qui s'imbriquent autour de la mallette. D'accord. Donc, le film La Corde de Hitchcock, en effet, la corde apparaît comme un objet MacGuffin. On s'en fout de la corde. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout tourne autour de la corde et tout le livre s'accorde autour de la corde. Et par exemple, dans ce livre, je sais que j'avais besoin que le personnage de Antonio, qui est le petit enfant de la misère, puisse retrouver plus tard son père, et qui avait complètement disparu pendant 12 ans. Et cette histoire est vraie, il s'appelait Elias Borja Romel, il est vraiment réapparu 12 ans plus tard, il est parti pendant 12 ans. Et comment je faisais pour qu'ils se reconnaissent l'un l'autre? Il me fallait un objet. Et c'est ma femme d'ailleurs qui a eu l'idée de l'objet, qui est une petite machine à rouler des cigarettes, parce que son grand-père à elle roulait des cigarettes avec une machine. Et elle m'avait dit, écoute, fais en sorte de mettre un objet, que ça peut être une machine de rouler des cigarettes, qui ensuite te permettra de lier l'histoire réelle, et de lier ceci et de lier cela. Et c'est ce qu'on appelle des MacGuffin. Avec le MacGuffin, on finira là-dessus, de Nicolas Caro, voilà. Ouais, on y revient. Mais vous connaissez l'histoire des boutons de manchette de Nabokov? Bah, je dirais, tu vois la question ou pas? Et Un seul. Un seul. Un seul bouton. On avait demandé à Nabokov quelle était sa définition du hasard. Et il avait dit, eh bien, imaginez un homme qui est très élégant, aime beaucoup ses boutons de manchette, et décide d'aller à New York dans un grand paquebot, prend le paquebot, l'a traversé pendant 2 mois, et avant d'arriver à New York, se pose sur le parapet une nuit, commence à jouer avec ses boutons de manchette sur le pont, et un des boutons de manchette se détache et tombe à l'eau. Ah, malheur, etc. Le lendemain, alors, il arrive à bon port, des amis l'invitent au restaurant, ils vont dans un restaurant de poissons, on lui propose un bar, il dit entendu, on lui demande si on veut vider le bar, il dit bien sûr que oui, on vide le bar devant lui, et les boutons de manchette n'étaient pas. C'est ça aussi le hasard. C'est délicieux. Et donc, cette histoire nabokovienne a inspiré Nicolas Caro dans son livre, parce qu'il avait besoin, il avait plein d'histoires en tête, mais il lui manquait le fil conducteur, il lui manquait quelque chose qui lie ces histoires entre elles. Et avec l'histoire des boutons de manchette de Nabokov, il décide de faire dans son livre tout le truc des boutons de manchette pour lier les personnages entre eux. Donc, ça s'appelle un MacGuffin. On appelle ça des MacGuffin. C'est des astuces littéraires. Merci. Voilà. Et donc, voilà, le MacGuffin est toujours un objet. Mais là, en riant un peu avec vous, je m'étais dit que ce personnage de Cristobal pourrait être lui-même une sorte de MacGuffin qui lie plusieurs livres entre eux. Tu vois, les personnages peuvent en quelque sorte aussi être des MacGuffin. Mais je ne sais pas si ça existe en études littéraires. Mais... Donc, voilà, pour ne plus vous ennuyer, je vais lire juste les 47 premières pages du livre. Non, je vais lire juste la première page et demie. Et où apparaît justement cette petite machine à rouler des cigarettes, et encore une fois, qui a été intégrée spécialement comme une graine pour récupérer plus tard la fleur, non plus tard dans le livre. Enfin, encore une fois, c'est la construction. Au 3e jour de sa vie, Antonio Borja Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Personne ne put dire précisément à quelle date il fut trouvé, mais on sait seulement que tous les matins, toujours au même endroit, une femme misérable avait l'habitude de s'asseoir là pour déposer devant elle
une écuelle en calebasse et tendre une main fragile aux passants du parvis. Quand elle aperçut l'enfant, elle le repoussa d'un geste dégoûté. Mais son attention fut soudainement attirée par une petite boîte brillante, cachée entre les plis du lange, que quelqu'un avait laissé là comme une offrande. C'était un rectangle en fer blanc, couleur argent, taillé d'arabesques fines. C'était une machine à rouler des cigarettes. Elle la vola en la mettant dans sa poche, puis se désintéressa du bébé. Mais elle constata toutefois, pendant la matinée, que ces timides vagissements, que ces cris hésitants, attendrissaient les fidèles qui, les croyant ensemble, remplissaient tour à tour le fond de son écuelle avec des petites pièces en cuivre. Le soir venu, elle emmena l'enfant dans une basse-cour, lui colla la bouche à la mamelle d'une chèvre noire dont les pis étaient couverts de mouches, et le fit allaiter, à genoux sous son ventre, d'un lait épais et chaud. Le lendemain, elle l'entoura dans un torchon de cuisine et le pendit à ses hanches. Au bout d'une semaine, elle se mit à dire que l'enfant était le sien. Merci pour votre écoute. On va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Si vous avez des questions, dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas poser des questions devant tout le monde, après il y aura un temps pour échanger avec Miguel plus intimiste. Je ne sais pas si vous avez des questions à lui poser ou pas. C'est pas obligatoire non plus. Il n'y a pas de questions? Comment êtes-vous venu à la littérature? Mon père écrit, donc je pense que par imitation et par mimétisme, j'ai voulu lui ressembler. Mon père, en sortant de la torture et de la dictature, est arrivé en tant qu'exilé politique en Espagne, à Barcelone, et là, il s'est mis à écrire un récit sur sa torture, qui s'appelle Relato nel Frente Chileno, et qu'il a publié avec un pseudonyme, dans lequel il raconte minute après minute tout ce qui lui est arrivé sous la torture. C'est une façon pour lui, en quelque sorte, de faire une catharsis, quoi, de se purifier de tout ça. Et c'est l'histoire que je raconte dans Héritage, qui est en fait, voilà, qui est le pan de cette histoire. Et à partir de là, il a continué à écrire des livres, il a toujours publié, en Amérique latine essentiellement, il écrit en espagnol, et il a beaucoup écrit sur la paranoïa. Ma mère, parallèlement à ça, une grande lectrice, une grande borgésienne. Mon père est Cortázar, elle est Borges. Et pour des gens qui s'intéressent à la littérature argentine, c'est un peu comme dire l'un est Camus et l'autre est Sartre. Enfin, non, c'est que l'un est Rousseau et l'autre est Voltaire. Donc, une sorte de combat de boxe entre les deux. Et donc, en effet, elle est beaucoup plus borgésienne, donc c'est une femme qui est beaucoup plus proche de la poésie, beaucoup plus proche des auteurs messianiques, comme ça, qui va lire les latins. Alors que mon père, au contraire, va aller lire les écrivains du peuple. C'est un peu aussi la différence, pour ceux qui connaissent encore une fois le monde du tango, entre Carlos Gardel, qui est le beau Carlos Gardel, comme ça, qui va chanter avec une rose entre les dents, assez sublime, magnifique, avec sa léontine et de la gomina dans les cheveux, non? Et ce qu'on appelle el tango macho, qui est celui d'un homme appelé Polaco Goyeneche, comme disent les Argentins, et c'est un tango âpre, rude, où il ne chante pas, il parle presque, non, avec une voix déchirée par le tabac. Et il y a eu comme ça à la maison ces deux mondes. Je me suis demandé comment ils ont tenu si longtemps. 25 ans de mariage, une sorte de mystère insondable. Enfin, tu vois, à côté, le Pierre de Rosetta n'est rien. C'est-à-dire, Champollion lui-même n'aurait pas pu déchiffrer. Ces deux êtres ont pu s'aimer si longtemps. Mais en effet, ils nous ont donné à moi et à ma petite sœur vraiment cette espèce d'éducation littéraire, très très littéraire. Et moi, je l'ai utilisé pour raconter mes affaires. Aussi parce que on a beaucoup bougé, beaucoup voyagé. Tous les 3 ans, on bougeait. Non, ma mère était diplomate. Et donc, je sais que les livres ont été pour moi des amis aussi, des amis invisibles, des frères, qui eux ne changeaient pas en fonction des villes où j'allais.
Donc, voilà, en quelque sorte, je pense que ça a été toutes ces choses. Et puis après, bah, justement, demain, je dois faire une interview sur France Inter avec Lilia Hassen, pour ceux qui connaissent, voilà, avec Yasmina Kadra. Et on nous a envoyé ce matin par mail des questions qu'elle va nous poser, non, et qu'on est obligé de donner les réponses dès maintenant, comme une sorte de questionnaire de Proust. Et la première était simple. Donc, pourquoi vous écrivez en une ligne? Et voilà, c'est tu diras parce que j'ai beaucoup lu en effet. Et c'est vrai, tout à fait. Mais oui, j'ai essayé une sorte de réponse un peu comme ça en disant parce que ça te permet de mettre de l'ordre en fait dans un grand désordre, tu vois. Ça permet de mettre une partition dans une cacophonie. Enfin, ça permet de mettre une sorte de système de grille dans le grand chaos du monde. Et face à toutes ces images, toutes ces informations que tu reçois tout le temps, etc., bah, soit en fait je me sentais noyé. Le fait de les écrire, ça les ordonne en fait, tu vois. Tu dis, ah ouais, mais tu prends ça comme ça, là tu en crées un personnage. Toutes ces scènes sont finalement la même scène que tu peux mettre en une seule, non, et tu l'organises de cette façon. Et tu sors un livre, c'est une façon aussi Ça ira. de t'en libérer. Pour demain. Hein? Ça ira pour demain. Oui, ça ira pour demain, oui, c'est ça. On a demandé une seule phrase, en fait. C'est la réponse de... C'est un peu rapide, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a l'impression que pour vous, l'écriture, c'est presque une nécessité biologique. Oui, c'est exactement ça. Et je me dis, est-ce qu'aussi quelque part, alors ça c'est de la psycho à deux balles, ça vous permet pas d'échapper aussi pour l'instant à un conflit de loyauté Oui, très juste. qui Oui, bien peut-être sûr. s'estompera le jour où vos parents disparaîtront. Voilà, c'est ce que je Le me suis plus dit. tard possible, mais je pense que Oui. ça donne, quand on vous Ouais. entend, quand on vous découvre, Ouais. ça donne un peu cette impression-là, quoi. Ouais. Donc n'arrêtez pas. Oui, c'est ça. Oui, pour pouvoir me libérer, pour pouvoir exister. Mais oui, c'est ça, oui, c'est une nécessité biologique. Oui. Bah, c'est la question que pose Rainer Maria Rilke dans ses lettres un jeune poète au jeune poète, non? Et il lui dit, est-ce que, en gros, tu serais prêt à mourir si on t'enlevait la plume, non? Et il dit, ne réponds pas maintenant, mais réponds réellement, honnêtement, sincèrement, tu vois, dans l'obscurité de ta chambre. Est-ce que vraiment, tu dirais, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue si tu ne pouvais plus jamais écrire, tu vois? Et c'est une vraie question. Et moi, aujourd'hui, j'ai des enfants, donc naturellement, ça ne se pose plus comme question, tu vois, puisque tu vis pour autre chose. Mais quand tu es plus jeune, en effet, oui, et que tu es un peu égaré, et que tu es comme un bateau, comme ça, perdu dans les tempêtes, en fait, des différentes langues, des différentes cultures, des différents voyages, des histoires d'amour qui... On a tous dans notre cœur et plein de choses cassées, comme un nid d'insectes. Des histoires d'amour, comme ça, qu'on n'a pas vécues, donc, qui se sont arrêtées de ces choses. Eh bien oui, la littérature permettait en effet de m'apaiser énormément, d'expliquer des choses, en fait, de mettre les choses en mots, quoi, enfin, tu vois. Et certaines phrases que tu découvres, et tu dis, ah, c'est super. Bon, enfin, et pour les chagrins d'amour, par exemple, tu vois, juste d'avoir découvert cette belle phrase de Oscar Wilde, qui disait les hommes gâchent toujours les plus belles histoires d'amour en voulant qu'elles soient éternelles. Je m'étais dit, mais oui, mon ami, c'est vrai. Ça peut dépanner. Ça dépanne. Il y a d'autres questions? Bah, je pense que tout le monde a envie de boire un coup.